Terre Avril veut sauver la production d'acide aminé en France. Il va investir 130 millions d'euros à horizon 2030 pour relancer la production de lysine. C'est un acide aminé nécessaire pour le secteur de l'élevage. On va en parler avec Jean-Philippe Puig. Bonjour. Bonjour. Vous le prononcez bien à la française, pas à la catalane? Puig. Non, à la française. Allez, directeur général du groupe Avril, vous venez de reprendre le site METEX, Metabolic Explorer de Amiens. Reprise au mois d'avril, elle a été validée par la justice hier. C'est le seul site européen qui produit de la lysine. D'abord, pourquoi cette reprise? J'ai vu qu'elle avait été bien accueillie par les syndicats. Oui, absolument. Alors pourquoi cette reprise? Le groupe Avril, qui a 40 ans, a toujours travaillé sur la souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique. Et donc ce site d'Amiens est le dernier site en France, mais aussi le dernier site en Europe qui produit de la lysine qui est essentielle pour le bol alimentaire des animaux. Pourquoi c'est un enjeu important justement pour le secteur de l'élevage? Si vous n'avez pas la lysine en France ou en Europe, vous n'avez que celle qui provient de la Chine. Et donc c'était vraiment un enjeu de souveraineté, raison pour laquelle on a trouvé absolument nécessaire de faire une proposition de reprise. 130 millions d'euros vont être investis d'ici 2030 avec le soutien de BPI France. Soutien financier mais qui porte évidemment un message politique, celui de la réindustrialisation, de la relocalisation. Absolument, ce projet il a été réussi, si je puis dire, grâce à un engagement collectif. Vous citez la BPI qui est avec nous, on a repris la société à 55% Avril, 45% la BPI, donc on a mis 50 millions dans le capital, en plus des 130 millions qui seront investis sur le projet, mais aussi grâce au support du CIRI, de l'État, de la région, mais aussi de la métropole d'Amiens. C'est vraiment un grand enjeu national qui a été fait avec un collectif. On a beaucoup parlé de réindustrialisation depuis la crise sanitaire. Dans quelle mesure est-ce que les grandes déclarations politiques qui avaient été effectuées, notamment celle d'Emmanuel Macron, auraient été réellement concrétisées par la suite? Écoutez, on a vu un certain nombre d'usines en France qui ont vu le jour. On en voit un certain nombre. Pour ce qui nous concerne, on a créé une usine à Dieppe qui est la première mondiale qui fait l'extraction de protéines et qui a démarré il y a 18 mois maintenant, ou 2 ans. On reprend cette activité économique. Donc on voit quand même qu'il y a un support grâce à France Relance sur l'activité industrielle. Où est-ce qu'on place le curseur en matière de réindustrialisation? Est-ce qu'on peut tout relocaliser en France? Vous êtes un industriel, on est rapidement confronté au coût de production. Absolument. On ne peut faire de l'industrie que si on est rentable. Voilà. Après, il peut y avoir une protection liée à de la régulation, mais là, ça va dépendre du politique et c'est pas forcément une garantie très long terme. Mais la base de la base, c'est qu'il faut qu'on soit dans une activité qui puisse trouver sa rentabilité économique. Justement, est-ce que c'est pas un peu utopique de vouloir tout rapatrier en France? On en a beaucoup parlé pour les principes actifs, notamment dans la pharmacie. Non, je ne crois pas. Je pense que si la France et si l'Europe jouent avec les règles internationales équivalentes à tous les autres, on a absolument la possibilité de réindustrialiser. Si je prends le cas de METEX, METEX est une très belle société avec un très bon procédé, des talents, un très bon produit. Simplement, les règles sur l'importation du sucre avec des taxes ou l'importation sauvage de produits, et il y a une plainte qui a été mise en place au niveau européen, donc dans le dumping, faisait que cette société était en grande difficulté. Mais la société en elle-même a de grandes qualités, il faut la préserver. Avec peut-être aussi des exigences de qualité qu'on ne peut pas garantir lorsqu'on importe des produits de l'autre bout du monde. Absolument, il faut une traçabilité, notamment quand on touche à l'alimentaire. Vous n'êtes pas agriculteur, mais vous êtes un groupe agroalimentaire, le groupe Avril. Les moissons 2024 ont débuté. Ce que disent certaines chambres d'agriculture, c'est que la moisson s'annonce décevante à la fois en termes de qualité et de quantité. Vous utilisez des produits agricoles? Ah oui, bien sûr. Nous utilisons alors plutôt le colza, qui n'a pas encore été totalement récolté, le tournesol qui viendra un petit peu plus tard. L'aspect climatique, alors ça dépend des régions. Il y a des régions où il y a eu trop d'eau, d'autres régions où il n'y a pas eu assez d'eau. Donc pour ce qui nous concerne, colza et tournesol, on attend encore d'avoir l'ensemble des résultats. Mais effectivement, cette récolte s'annonce moins bonne que celle de l'année dernière. L'application du pacte vert européen, Ursula von der Leyen l'a confirmé, mais elle dit que ce sera une application pragmatique. Ça vous rassure? Écoutez, il y a un certain nombre de demandes qui ont été faites par le monde agricole. Ils attendent la formation de l'ensemble des commissions et la rediscussion d'un certain nombre de dimensions dans ce pacte vert. Donc attendons de voir ce que veut dire pragmatique.
D'une manière générale, la réglementation environnementale, est-ce qu'elle pèse trop? On le voit dans l'actualité, les méga-bassines, de nouveau, des manifestations, des protestations. Non, je pense qu'il faut vraiment travailler pour protéger l'environnement. Simplement, il faut s'assurer que tout le monde joue avec les mêmes règles. Que la France joue avec les mêmes règles que le reste des pays de l'Europe, que l'Europe joue avec les mêmes règles que... Prendre la direction sud sur N59. L'ensemble des pays en dehors de la communauté européenne. Si on apporte des produits, il faut qu'ils respectent les règles qui sont imposées au niveau européen. Précisément sur les méga-bassines en France, vous comprenez l'opposition ou est-ce que vous pensez qu'on laisse peut-être trop d'espace politiquement à ceux qui s'opposent à ces projets? Écoutez, on a besoin d'eau pour l'agriculture. Oui. D'une manière ou d'une autre, et on voit bien qu'avec l'augmentation de la température, c'est une denrée qui se fait rare. Donc il faut trouver les meilleures solutions pour que l'agriculture puisse continuer à faire son œuvre. Un mot du climat politique en France. Cette semaine, le METI, le mouvement des entreprises intermédiaires, avait publié une enquête intéressante. 60% des ETI ont décidé de suspendre ou de réduire leurs investissements à cause de l'incertitude politique et donc économique en France. Alors vous n'êtes pas une ETI, mais est-ce que vous aussi vous êtes prudent face à ce jeu politique qui devient compliqué? Alors, il faut être prudent parce que effectivement, on raisonne. Prendre la direction sud-est sur N59. Très long terme. Maintenant, les investissements, c'est quelque chose qu'on engage et qui a donné une rentabilité sur 3, 5 à 10 ans. Nous sommes présents dans 18 pays, donc il n'y a pas que la France. Il y a un certain nombre de pays en dehors de la France. À ce stade, on est prudent, mais on n'a pas ralenti les investissements. Merci beaucoup d'être venu au plateau. Jean-Philippe Puig, en catalan, directeur général du groupe Avril. Le monde qui bouge avec Benaouda Abdelrahim. Good Morning Business, le monde qui bouge. Les cours de l'or sont actuellement à des niveaux records proches de 2500 $ l'once. Benaouda s'est penché ce matin sur les flux en provenance d'Afrique. Un tiers de l'or extrait sur le continent africain est expédié via des circuits illicites. Regardez. Sur la piste de l'or africain, les flux illicites, c'est le titre d'un rapport retentissant. Radar fixe à 1000 mètres. De SwissAid, il établit que pratiquement radar fixe à 500 mètres. Un tiers de l'or extrait en Afrique est expédié illégalement vers les Émirats arabes unis pour réexportation vers d'autres marchés. Cela ferait au moins 1 tonne de métal précieux qui s'évapore chaque jour. Les auteurs, pour le compte de cette fondation dont le siège radar fixe à 100 mètres est à Berne, ont mené leurs investigations durant 3 années. Ils ont compulsé les documents du système des Nations Unies, des États concernés, des entreprises et de sociétés de gestion d'actifs également, en recoupant tout ceci par des centaines d'entretiens téléphoniques. Cet or africain ne rentre pas dans la balance commerciale des principaux pays producteurs, dans l'ordre Zimbabwe, Soudan, Mali et Ghana. À l'examen, seule la Tanzanie dispose d'une production déclarée en quasi-totalité auprès des services officiels de l'État. Ce serait ainsi entre 321 et 474 tonnes, essentiellement de l'artisanal, qui quittent ce continent africain sans être officiellement comptabilisées. Valeur tout à fait prendre la direction sud-est sur N59. Théorique pour de l'or pur, 56 millions d'euros la tonne. Entre 18 et 27 milliards d'euros évaporés par an. La matière première passe souvent par d'autres nations africaines comme l'Afrique du Sud, la Libye ou le Rwanda, puis est dirigée en quantité vers les Émirats arabes unis parce que vous n'y trouvez pas de certification de contrôle de l'origine et encore moins de taxation à l'entrée. Et puis il y a une vingtaine de raffineries d'or émirati et quelques 7000 négociants spécialisés. L'un des auteurs du rapport de SwissAid déplore que les Émirats arabes unis a été retiré en février dernier de la liste grise du GAFI, l'organisme international de lutte contre le blanchiment d'argent. Mais Dubaï n'apparaît pas, somme toute, que comme un point de traitement et de transit. La ressource estampillée UAE est largement redirigée vers l'Inde et vers la Suisse pour raffinage supplémentaire. Continuez sur N59 pendant 12 km. Et ou commercialisation mondiale. Il faut voir qu'entre 1 tiers et la moitié des importations mondiales de ce métal passent
par la Suisse. Marc Hummel et ses co-auteurs pensent possible de remédier ou de contenir cette contrebande prodigieuse dès lors que les intermédiaires africains au départ sont en fait pour la plupart identifiés et assez peu nombreux. Une série de recommandations très précises conclut en 5 pages ce document. Si Berne veut vraiment agir, les pouvoirs publics ont en tout cas bientôt l'occasion. La loi sur les douanes va être débattue au Parlement suisse à l'automne. L'amélioration du cadre légal du commerce aurifère et de la traçabilité sont maintenant en jeu. Benahouda Abdedaïm, à suivre dans un instant le journal de Stéphanie Colo. À 8h15, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, sera mon invité. BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, présenté par Stéphane Pedrazzi. Nous sommes à la hauteur de Saint-Dino. Au sommaire ce matin, le discours de Donald Trump en clôture de la convention républicaine. Il promet de fermer les frontières avec le Mexique et d'accélérer la production pétrolière aux États-Unis. On l'entendra dans le journal de 8h30. Ursula von der Leyen reconduite à la tête de la Commission européenne pour une durée de 5 ans. Priorité à l'économie et à la simplification. Elle a également confirmé ses ambitions environnementales. Et puis la Banque Centrale Européenne qui laisse sa politique monétaire inchangée. Tout à l'heure à 8h15, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, sera mon invité. Il est 8h, le journal. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphane. Ursula von der Leyen, donc reconduite à la présidence de la Commission européenne pour un deuxième mandat d'une durée de 5 ans. Elle a obtenu 401 voix sur les 720 eurodéputés. Alors maintenant qu'elle est confirmée à son poste, Thomas Asportas, quelles sont les grandes lignes de sa politique économique pour les 5 ans à venir? Alors déjà, ce qui est frappant, Stéphanie, c'est que le premier sujet dont elle parle, c'est l'économie. Avant de parler de climat, de sécurité, d'immigration, Ursula von der Leyen parle d'économie. Je la cite, la prospérité et la compétitivité seront ma première priorité. C'est évidemment un signal très important qu'Ursula von der Leyen envoie pour son nouveau mandat. Avant toute chose, l'Europe doit être plus forte économiquement. Une fois qu'elle a dit ça, avec quelles mesures, avec quelles propositions, là aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avant de parler d'argent ou de réforme, Ursula von der Leyen parle de simplification. Simplifier l'économie. Là aussi, je la cite. Il faut commencer par simplifier l'environnement des entreprises. Il faut réduire les obligations de déclaration. Il faut alléger la bureaucratie. Voilà ce qu'a dit Ursula von der Leyen hier matin. Et elle va même nommer un vice-président de la Commission en charge de la simplification et qui rendra compte tous les ans de l'avancée de cette simplification. Donc priorité à l'économie, priorité à la simplification. Quelles sont les autres mesures d'Ursula von der Leyen? L'autre point très important sur lequel elle était attendue, bien sûr, vous en avez parlé dans le sommaire, c'était l'avenir du Green Deal, le pacte vert, toutes les mesures écologiques qu'elle a mis en place pendant son premier mandat et qui sont très critiquées par une partie des Européens et des députés. Eh bien, elle maintient ce pacte vert, mais, et la nuance est très importante, de manière pragmatique. C'est le mot qu'elle a employé hier. Pragmatique, ça veut dire par exemple pour l'automobile qu'on autorise les carburants de synthèse en 2035. Pragmatique, ça veut dire pour l'énergie qu'on ne défavorise pas le nucléaire par rapport aux énergies renouvelables. Et enfin, pragmatique, ça veut dire pour l'industrie, la mise en place, je cite, d'un nouveau pacte pour une industrie propre, ce qui veut dire très concrètement qu'on va aider avec des fonds européens à financer la transition énergétique. Enfin, Ursula von der Leyen a fait 2 autres annonces importantes pour l'économie européenne. La première, c'est la confirmation qu'elle veut faire cette union des marchés de capitaux. Elle appelle de ses voeux à la réalisation d'une union européenne de l'épargne et des investissements. Et l'autre annonce, c'est la mise en place d'un fonds européen pour la compétitivité pour fabriquer en Europe les technologies stratégiques, l'intelligence artificielle, les technologies autour du climat. Et ce sera peut-être ça, enfin, la réponse européenne à l'IRA. Et parmi les autres annonces d'Ursula von der Leyen, il y a la volonté de créer un poste de commissaire, notamment en charge du logement. Une première qui pourrait surtout relever du symbole dans la crise du logement que traverse la plupart des pays de l'Union. Marie Cœur de Roy. Voilà une annonce qui en dit long sur l'ampleur de la crise du logement. Il faut dire qu'aujourd'hui, 10% des Européens y consacrent plus de 40% de leurs revenus. Hausse des taux, crise énergétique, coût des matières premières, ce sont des coûts sévères qui ont été portés au pouvoir d'achat des Européens et à la construction neuve. Une insuffisance d'offres qui a fait flamber les prix et les loyers dans la plupart des pays de l'Union. Mais
Mais que pourra faire le ou la future commissaire? Le sujet ne faisant pas partie des traités, les compétences resteront essentiellement entre les mains des États, nous explique-t-on à la Commission. À gauche, on nous dit vouloir croire que l'institution pourra occuper un champ plus large que prévu, comme elle l'a fait récemment sur la santé après la crise Covid. Certains évoquent même l'idée d'un assouplissement des règles budgétaires pour les États qui investiraient le plus dans la production de logements. Pas exclu, mais peu probable, nous confie-t-on au sein de la Commission. D'ici là, c'est la Banque européenne d'investissement qui devrait principalement servir de levier au futur commissaire. Sans surprise, la BCE maintient ses taux inchangés après les avoir abaissés en juin pour la première fois depuis 2019. En revanche, toutes les pistes sont ouvertes pour le mois de septembre. Écoutez Christine Lagarde, la présidente de la BCE. L'inflation devrait continuer de fluctuer pour le reste de l'année aux alentours de son niveau actuel, en partie à cause des conséquences de changements sur le marché de l'énergie. L'inflation devrait ensuite baisser et se rapprocher de notre objectif au cours de la seconde moitié de l'année prochaine, grâce à un ralentissement de l'augmentation des coûts du travail, à notre politique monétaire restrictive et à la diminution de l'effet du pic d'inflation passé. La question de ce que nous ferons en septembre est largement ouverte et sera déterminée par tout. Prendre la direction est sur N59. Les données que nous recevrons. Quelle est la menace en matière d'inflation? On en parlera à 8h15 avec François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui sera l'invité de la matinale. On en vient à la situation politique en France. Yaël Braun-Pivet a finalement été réélue au perchoir à la présidence de l'Assemblée nationale. Réélection sur le fil. Après 5 heures de vote et 3 tours de scrutin, la candidate du camp présidentiel l'emporte grâce au report des voix des Républicains et d'Horizon. Et sitôt élue, Yaël Braun-Pivet a plaidé en faveur de la recherche du compromis. Nous avons aujourd'hui une immense responsabilité. Cette Assemblée nationale, qui est peut-être plus représentative que jamais des Français, est aussi plus divisée que jamais. En même temps, elle a cette immense responsabilité qui fait que nous n'avons pas le choix. Nous devons nous entendre, nous devons coopérer, nous devons être capables de rechercher des compromis, nous devons être capables de dialoguer, de nous écouter et d'avancer. À l'international, le 3e plénum du Parti communiste chinois s'est finalement achevé. L'Assemblée plénière a fixé la feuille de route économique pour les 5 années à venir, sans annoncer pour autant de grandes réformes pour faire face à la crise du logement, au chômage des jeunes ou encore à la consommation en berne. Alexandra Paget. Les dirigeants chinois ont adopté une résolution sur l'approfondissement des réformes pour consolider les bases d'une reprise et d'une croissance économique saine. En clair, pas de changement de cap, uniquement des adaptations de la politique menée par le PCC, alors que le moteur chinois connaît des ratés et a tourné au ralenti au 2e trimestre. Des adaptations et aucune mesure concrète pour relancer la croissance et la consommation en berne, soutenir le secteur immobilier, autrefois fer de lance de son économie, en pleine crise depuis l'effondrement d'Evergrande, le géant étranglé par la dette, une feuille de route qui passe aussi sous silence le taux de chômage des jeunes qui flirtent avec les 20%. Le tout alors que les tensions politiques avec les États-Unis et l'Union européenne pèsent sur le commerce extérieur. Le gouvernement chinois viserait un retour à une croissance aux alentours de 5%, un objectif plutôt modeste au regard des performances à 2 chiffres de l'usine du monde au cours des 2 dernières décennies. Et dans l'actualité entreprise, c'est une opération qui n'est pas passée inaperçue dans le secteur de la tech. Meta réfléchit à une participation dans EssilorLuxottica. Selon le Wall Street Journal et le Financial Times, les deux groupes ne commentent pas, mais l'information a été applaudie en bourse. Le titre Essilor a gagné jusqu'à 5%. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie sur route de Sainte-Marie, N59. Hier, Étienne Braque. Meta et EssilorLuxottica sont deux groupes qui se connaissent bien. En 2021, ils avaient lancé un modèle de Ray-Ban avec une caméra embarquée sur la monture, mais la demande n'était pas là. 2 ans plus tard, à l'automne dernier, nouvelle version, plus aboutie cette fois avec des écouteurs intégrés dans la branche et une meilleure résolution des images. En s'alliant de façon capitalistique, Meta et EssilorLuxottica auraient l'ambition d'aller plus loin, avec selon les experts l'intégration de l'intelligence artificielle et de la projection de contenu directement dans les verres, ou aussi la traduction instantanée de langues étrangères. Les deux groupes ne confirment
pas être en pourparlers, mais selon le Wall Street Journal, la prise de participation au rond-point, prendre route de Sainte-Marie. Continuez pendant 7 km. pourrait atteindre les 5%, ce qui représenterait jusqu'à 4 à 5 milliards d'euros, mais moins de 10% de la trésorerie de Meta. Le bras de fer entre Meta et la Commission européenne se poursuit. La plateforme qui a déjà décidé de ne pas lancer son assistant d'IA en Europe confirme que son prochain modèle de langage Llama 3 fera aussi l'impasse sur le continent. Le groupe reproche le manque de clarté des régulateurs européens et pointe un cadre réglementaire incertain. Ubisoft publie un chiffre d'affaires en hausse de plus de 11% au premier trimestre de son exercice décalé à 323 millions d'euros. C'est grâce à la bonne performance de ses licences de jeux vidéo. Le groupe confirme ses objectifs pour cette année. Et toujours dans l'actualité entreprise, Casino a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire par le PNF pour manipulation présumée des cours. Jean-Charles Naouri est soupçonné d'avoir payé l'éditeur de presse Nicolas Miguet pour défendre artificiellement le cours de l'action entre 2018 et 2019, ce que l'ancien patron du groupe conteste, affirmant avoir été victime d'attaques de vendeurs à découvert. Les avocats de Jean-Charles Naouri ont déposé une plainte avec constitution de partie civile le 9 juillet pour qu'un juge d'instruction enquête. Quelques mots de sport avec d'abord le plus gros montant jamais investi dans le foot féminin. Le patron de Disney et sa femme viennent de s'offrir une part majoritaire du club américain Angel City FC, montant de l'opération 250 millions de dollars. Le foot féminin n'a jamais été aussi populaire. Justine Vassogne. Quand Hollywood rencontre le soccer, le patron de Disney devient propriétaire pour la première fois d'une franchise sportive et il n'a pas choisi n'importe quel club. Angel City a été créé en 2020 par Nathalie Portman, à côté d'elle d'autres investisseurs de renom, le cofondateur de Reddit, Serena Williams ou encore les actrices Jennifer Garner et Eva Longoria. L'apport de Bob Iger, 250 millions de dollars, fait d'Angel City le club de football féminin le mieux valorisé au monde. Le dernier record avait été établi en mars dernier avec le rachat du club de San Diego Wave pour 120 millions de dollars. La femme de Bob Iger, la journaliste Willow Bay, qui a également participé au deal, présidera le conseil d'administration d'Angel City. Le couple devrait bientôt investir 50 millions de dollars supplémentaires pour aider le club à se développer. Ce deal historique confirme l'appétit grandissant des investisseurs pour le sport. Prendre la direction nord-est sur N159. Féminin, son chiffre d'affaires mondial devrait pour la première fois cette année franchir la barre du milliard de dollars selon le cabinet Deloitte, un chiffre tiré à presque 50% par le foot féminin. Et sport toujours avec les Jeux Olympiques Paris 2024. On est à une semaine exactement de l'ouverture. Place aux derniers préparatifs, notamment pour les épreuves de boxe. Et c'est la PME Sportcom qui a été retenue par le Comité international olympique. Elle est le fournisseur unique des équipements pour Paris 2024. Léa Arrojo. Au total, ce sont 2 rings de compétition et 8 rings d'entraînement de boxe fabriqués par Sportcom qui sont utilisés pour les Jeux Olympiques de Paris. Je vous emmène dans les coulisses de cette PME. 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 30% à l'international. Sportcom, déjà présente au JO de Londres en 2012, a dû se réinventer cette année pour gagner en efficacité. On avait un ring qui s'installait avec tout un système de boulons, etc. Et on a développé la conception avec un système d'emboîtage, ce qui fait qu'on a gagné pratiquement 3 heures sur le montage. Jean-René Savary, le patron de Sportcom, a dû s'adapter aux critères du COJO. 1 an de recherche et développement pour l'installation et le design de ce ring de 7,80 m de côté et d'1 mètre de hauteur. On a eu un travail colossal en termes de personnalisation. Il a fallu designer la bâche aux couleurs des JO avec des validations à toutes les étapes. On a même fait teindre du fil pour faire la couture. Non, on le voit pas parce que la bâche c'est top secret. Un ring comme celui-ci coûte 15 000 €, sans compter la personnalisation. La PME a investi environ 300 000 € en comptant le transport, le service et le matériel. Les rings de boxe seront dans le stade de Roland-Garros pour les Jeux, avant d'être revendus en seconde main. Et on termine ce journal avec un record au Japon. Le pays a accueilli près de 17,7 millions de touristes au premier semestre, soit 1 million de plus qu'avant la pandémie. C'est grâce à la faiblesse de la monnaie japonaise qui rend les séjours plus abordables. Et ce sont les touristes sud-coréens qui étaient les plus nombreux avec 4,4 millions. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur N159 en direction de Célestat, Strasbourg. De visiteurs devant la Chine.
Merci beaucoup Stéphanie, on se retrouve à 8h30, les marchés financiers. Avec Aude Kersulek en direct d'Euronext à la Défense. Aude, comment ça s'annonce ce matin? Une légère baisse pour le moment, c'est ce qu'indiquent les futurs. Sur le CAC, ce serait moins 0,12%. Ça peut encore bouger d'ici 9h. Alors attention à ne pas se faire avoir par la tendance chinoise où les marchés sont en baisse là-bas. Le Hang Seng qui perd 2. Au rond-point, prendre N159. Continuez sur N159 pendant 11 km. Continuez sur N159 pendant 11 km. Tout comme le titre TSMC après le plénum qui a finalement accouché d'une souris avec pas de vrai stimulus économique pour l'économie chinoise. C'est ce qu'attendaient les investisseurs. Ils sont un peu déçus. Ce qui s'est passé aussi encore hier aux États-Unis, moins 500 points sur le Dow Jones, moins 1,3%. C'est l'indice qui a le plus baissé. Il avait beaucoup progressé au début de semaine. Il était à un plus haut historique. Gros dégagement sur des financières, notamment JP Morgan, Goldman Sachs ou encore les méga cap qui n'ont toujours plus la cote avec Nvidia ou Apple toujours en baisse. On baissait sur des considérations politiques là-bas, sur le fait que Joe Biden puisse se retirer de la course à la Maison Blanche dès la fin de ce week-end, ce qui remettrait quand même en cause les plans que se sont fait les marchés depuis le début de semaine, l'élection quasi assurée de Donald Trump en novembre. Donc on devrait prendre la direction est sur N159. Pouvoir encore parler de ça aujourd'hui sur les marchés américains. Alors d'un côté, si on a des considérations politiques, ce sera peut-être aussi le cas en France avec la stabilité à la tête de l'Assemblée nationale qui devrait finalement rassurer les investisseurs. Après aussi la BCE hier qui nous avait maintenu à flot sur les marchés européens puisqu'on n'avait pas appris grand-chose, mais on avait su quand même que pour septembre, toutes les portes restaient ouvertes et notamment celle d'une baisse de taux qui reste largement anticipée par les marchés. On montait hier de 0,2% après quand même le début de semaine assez catastrophique. Merci beaucoup Aude Kersulek, on se retrouve dans une petite demi-heure. Il est bientôt 8h15, Anthony Morel. BFM Business, Culture IA, Anthony Morel. Rebonjour Anthony, Jeux Olympiques Paris 2024, on y est presque. Et vous nous expliquez ce matin que l'intelligence artificielle va être absolument partout dans ces JO. Absolument, pour accueillir les athlètes, les touristes, les millions de visiteurs et aussi pour aider, j'ai une pensée aux Parisiens qui sont coincés dans la capitale cet été, pour fluidifier la circulation, pour désengorger les grands axes. Il va y avoir un énorme enjeu et l'IA peut être extrêmement utile. Je pense notamment à une application française qui s'appelle Affluence. Affluence avec un S à la fin, c'est une application qui va, en utilisant des capteurs et de l'intelligence artificielle, mesurer en temps réel le taux d'affluence. Radar fixe à 500 mètres. Dans plein de lieux publics et anticiper quelle sera cette affluence dans une demi-heure, une heure, quasiment à la personne près. Alors pour ça, ils ont installé des petits capteurs électroniques dans un certain nombre de lieux. Alors ça peut être des piscines, ça peut être des salles de sport, des mairies aussi, des centres des impôts. Il y a plein de bâtiments publics qui sont concernés, des bibliothèques, des musées, etc. Et donc via l'application, vous savez à l'instant T combien il y a de personnes par exemple dans telle piscine, et on va faire aussi de l'analyse prédictive. On va utiliser, c'est des modèles d'apprentissage. Radar fixe à 300 mètres. Genre les données des années précédentes, des semaines précédentes, on va coupler ça avec ce qui se passe en ce moment et on va déterminer que dans une demi-heure il y aura tant de personnes. C'est pas à la personne près, mais globalement ça fonctionne. C'est des modèles qui sont assez fins et ça pourrait permettre d'éviter la foule, ce qui va être un gros enjeu évidemment cet été. Radar fixe à 100 mètres. L'intelligence artificielle est fantastique, elle va nous permettre aussi de devenir polyglotte et d'interagir avec les milliers, voire les millions de touristes qui vont venir à Paris. Dans n'importe quelle langue. Alors c'est vrai que la traduction c'est l'un des outils, l'un des applications concrètes de l'intelligence artificielle. Alors on a Google Traduction depuis très longtemps, on peut citer DeepL aussi qui est un modèle allemand mais qui fonctionne très très bien. Et là la RATP a investi dans un modèle qui s'appelle Tradivia, donc c'est un petit outil qui va équiper les salariés de la RATP qui vont être en contact avec les touristes. C'est un petit boîtier qui va leur permettre de discuter, alors de parler en français, et ça va être traduit instantanément en chinois, en coréen. Radar fixe à 500 mètres. Comment on dit mouvement de grève en chinois? Oui, alors je ne sais pas, mais c'est probablement intégré au modèle, parce qu'en fait la spécificité, c'est que aucun signal GPS disponible. Recherche satellite.
il a été conçu, ce modèle de langage, pour s'adapter à toutes les subtilités du langage, du transport ferroviaire, les stations de métro parisiennes. Parce que c'est le problème de ces modèles de langage généraux, de genre Google Trad, c'est que sur des vocabulaires et des champs sémantiques extrêmement spécialisés, il a beaucoup plus de mal, d'où l'intérêt d'avoir un outil comme celui-ci, donc Tradivia. Paris accueille les Jeux Olympiques, mais aussi les Jeux Paralympiques. On a un vrai problème à Paris d'accessibilité des transports en commun et de déplacement d'une manière générale pour les personnes en situation de handicap. Et là aussi, l'intelligence artificielle peut nous être utile. Absolument, je pense à un outil français qui s'appelle StreetNav, qui était venu nous voir d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans la pépite. C'est une sorte de Waze du handicap, c'est-à-dire un outil qui va optimiser votre trajet en fonction des obstacles que vous risquez de rencontrer sur la route. Donc vous entrez le signal GPS perdu. Type de handicap, ça peut être un fauteuil, ça peut être une personne malvoyante, et en fonction de ça, vous allez savoir, en fonction de la direction dans laquelle vous allez, que vous risquez de croiser, je sais pas moi, un trottoir encombré, que là il y a des travaux qui ont commencé, et en fait ce sont les utilisateurs qui mettent à jour ces données en temps réel, un petit peu comme sur Waze. Donc là encore, c'est un outil qui est extrêmement pratique et qui devrait couvrir 80% des rues de Paris pour le début des Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Anthony Morel. À suivre dans un instant, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui sera mon invité. Good Morning Business, le grand entretien. La Banque Centrale Européenne maintient sa politique monétaire. Elle a annoncé hier un statu quo, taux de dépôt à 3,75%, statu quo en attendant de nouvelles indications sur l'évolution de l'inflation. Bonjour François Villeroy de Galhau. Bonjour Stéphane Pedrati. Vous êtes gouverneur de la Banque de France. En début de semaine déjà, le Fonds monétaire international s'interrogeait sur les perspectives d'inflation. Quel est aujourd'hui le risque auquel nous sommes confrontés? Est-ce qu'il y a un risque de reprise de l'inflation ou est-ce que le risque, c'est de voir la courbe s'aplatir, c'est-à-dire la décélération prendre plus de temps que prévu? Je crois qu'en un mot, Stéphane Pedrati, ce que nous avons constaté hier, c'est que la désinflation se passe comme prévu. C'est-à-dire que nous sommes dans le dernier kilomètre vers notre objectif de 2%. L'inflation va continuer à reculer un peu plus lentement, ce qui était prévu d'ailleurs, mais toujours sûrement. Au fond, avoir un conseil des gouverneurs de confirmation dans cet environnement où beaucoup de choses bougent et sont incertaines, je crois que ça donne une encre, que l'euro c'est une des encres de l'économie française et européenne, et ça me paraît quelque chose de positif. Donc vous dites attention de ne pas surinterpréter ces annonces, il n'y a pas d'inquiétude, pas d'affolement particulier? Non, il y a une surveillance comme toujours des données. Nous sommes en particulier attentifs à l'inflation dans les services, parce que dans ce fameux dernier kilomètre, l'inflation des services aujourd'hui reste supérieure à notre objectif et même à sa moyenne historique. Elle est à 4,1% pour la zone euro. Je note au passage qu'elle est d'ailleurs inférieure en France à 3,4%. Mais là, il y a un petit peu de viscosité et c'est une des choses que nous regarderons avec attention. Mais voilà, globalement, nous sommes bien avec un objectif d'inflation et une prévision d'inflation à 2% l'an prochain. Je veux même dire ce matin que, sauf choc, c'est plus qu'une prévision, c'est un engagement. Est-ce qu'il y a aussi un message en direction des entreprises dans le secteur des services, message qui consiste à dire aux chefs d'entreprise, attention, n'alimentez pas cette vague d'inflation potentiellement dans le secteur des services? Alors, je n'ai pas à donner des consignes ou des instructions aux chefs d'entreprise. Si on regarde à l'intérieur de cette inflation des services, les services c'est la moitié de notre consommation. C'est extrêmement important, mais c'est des choses très variées. C'est les loyers, c'est tout ce qui est hôtellerie, restauration, tourisme. Je dirais que sur tout ça, les choses sont assez bien maîtrisées. Il y a une partie des services aujourd'hui qui a une inflation assez nettement supérieure à la moyenne. C'est ce qui est les services de santé et les assurances. Alors c'est une partie minoritaire des services, mais c'est peut-être un point d'attention particulier. Est-ce qu'il y a un risque d'inflation particulière du fait des Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris ou à l'Euro de football qui vient de se dérouler en Allemagne? Certains économistes disaient attention, ponctuellement ça peut faire grimper les prix. Alors c'est toujours difficile de chiffrer l'effet de ces événements exceptionnels. Nous n'avons pas aujourd'hui de prévision. Nous verrons ex post, une fois déroulés les Jeux. J'aurais tendance à dire que s'il y a un effet sur l'inflation et sur l'activité, il sera temporaire et de toute façon assez limité. Vous l'avez dit, vous confirmez la prévision à plus long terme, donc 2%, on est d'accord, oui. C'est un engagement.
Alors c'est un engagement, sauf choc extérieur. Nous vivons évidemment dans un monde très incertain, mais c'est bien le cœur de notre perspective. Et donc je dirais que sur la désinflation, nous avons constaté hier que cela se passait comme prévu. Sur l'activité, par contre, et la croissance, là, il y a sans doute un peu plus d'incertitude qu'il y a quelques mois, du fait de chocs possibles. Il y a qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer en France. Donc nous sommes attentifs sur l'activité. La prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, ce sera en septembre. Les anticipations de marché dominantes, les plus optimistes, tablent sur une baisse de taux en septembre, une autre en décembre. Est-ce que vous êtes globalement à l'aise avec ces anticipations de marché? Alors, je ne vais pas vous faire de pronostics, parce que ceci dépendra des données. Peut-être pour préciser d'ailleurs sur les données, nous regardons encore plus la perspective, c'est-à-dire notre prévision d'inflation. Nous avons traversé le tunnel Le Maire. Nous ferons des nouvelles prévisions justement pour notre réunion de septembre. Nous regardons encore plus la prévision 2025 plutôt que les fluctuations. Signal GPS trouvé. 2024, parce qu'au mois, il y aura des hauts et des bas. Nous sommes de l'autre côté. Ceci étant dit, nous restons libres de nos décisions. Prendre la direction est sur N159. Nous sommes en Alsace. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur N59 en direction de Lièvre, c'est le start. J'aurais tendance à dire que, vu d'aujourd'hui, les anticipations des marchés sur la trajectoire des taux me paraissent plutôt raisonnables. La Réserve fédérale américaine, pour l'instant, n'a pas baissé ses taux. On a souvent entendu des discours qui disaient que la BCE suivait la Fed. Cette fois-ci, la BCE a clairement prouvé qu'elle avait su prendre l'initiative. Néanmoins, est-ce que vous êtes d'une certaine manière influencé par les décisions de la Réserve fédérale américaine? Si elle opte pour un statu quo jusqu'à la fin de l'année, est-ce que ça peut limiter la marge de manœuvre de la BCE? Non. Voilà, je veux être très clair. La BCE peut jouer sa propre partie. Très clair. La BCE est indépendante, y compris indépendante des données et des Au rond-point, prendre N59. Décision américaine. Il me semble d'ailleurs que c'est très bien. Continuez sur N59 pendant 7 km. Continuez sur N59 pendant 7 km. Bien compris aujourd'hui, parce que nous avons expliqué ça tout au long du printemps. Nous avons effectivement décidé au mois de juin de baisser avant la Fédérale Réserve américaine, et malgré cela, le taux de change de l'euro contre le dollar n'a pas été affecté, n'a pas glissé. On est aujourd'hui à peu près 1,09. Et donc, alors par ailleurs, il semble qu'il y ait des meilleures nouvelles sur l'inflation aux États-Unis et qu'il y aura peut-être des baisses de taux de la Fed. Et donc, mais ça n'est pas là-dessus que nous décidons. Nous sommes des Européens et nous sommes axés sur l'économie européenne. Au passage, je me souviens, c'est un des grands avantages d'avoir fait l'euro, parce que nous avons la masse critique, la zone euro prise dans son ensemble, l'Europe prise dans son ensemble, pèse autant que les États-Unis. Et c'est ça aussi qui fait notre liberté de décision monétaire. Ouais, ce qui ne serait pas forcément le cas si on était resté... si on était, vous savez, la France toute seule, c'est 1/7 de l'économie américaine. Et là, évidemment, quand on est beaucoup plus petit face à une telle puissance, on est beaucoup plus dépendant. La situation politique en France, est-ce qu'elle inquiète la Banque Centrale Européenne? Que vous disent vos collègues gouverneurs? Vous les avez vus encore hier? D'abord, la Banque Centrale Européenne, comme la Banque de France, ne fait pas de politique. Elle regarde la situation économique et elle prend ses décisions sur les taux d'intérêt en fonction de l'objectif d'inflation. C'est ça la mission qui nous est confiée. Mais on peut dire que vous regardez la situation à travers les spreads de taux? Évidemment, il y a beaucoup de questions de la part de mes collègues sur ce qui va se passer en France, et j'ai répondu très naturellement que la réponse appartenait à la démocratie et au choix de la nouvelle Assemblée nationale, et heureusement. Alors, il y a cette question du spread de taux, c'est-à-dire de l'écart avec l'Allemagne. Il était de 50 points de base, comme on dit, 0,50% sur les taux à 10 ans avant l'annonce de la dissolution. Il a monté significativement, il est aujourd'hui revenu à 65 points de base, 0,65%. Voilà, ça marque quand même une attention sur ce qui se passe en France. Je ne veux pas préjuger des choix qui sont faits. Je crois que c'est très important que la France garde la maîtrise de sa dette publique et de ses déficits publics. C'est ça qui sera le plus regardé, surveillé pour le spread. Mais si vous me permettez une remarque un peu générale, Stéphane Pedrazzi, je crois qu'il ne faut pas du tout opposer l'intérêt national français et l'intérêt européen. Il me semble que les deux convergent.
A fortiori à long terme, c'est un peu comme deux arcs-boutants, si vous voulez, qui convergent vers le haut. Si je prends les règles de stabilité budgétaire, un peu le règlement de copropriété de l'euro, c'est la condition pour que nous puissions continuer à partager, à faire une bonne monnaie, à laquelle les Français sont attachés. Les 3/4 des Français veulent garder l'euro. Et à la fois, c'est le moyen pour nous de mieux maîtriser notre dette publique et d'éviter de toujours transférer la charge aux générations suivantes. Donc, intérêt national, maîtriser la dette publique, intérêt européen, garder l'euro. La procédure européenne contre la France pour déficit excessif, vous dites quoi? Quand on a un bien en copropriété, on respecte les règles? Oh, je crois que oui. Je crois que oui. Nous sommes 20 pays à être copropriétaires de l'euro. Et la France est un des copropriétaires très importants. Autour de la table de la Banque Centrale Européenne, la première économie, c'est l'Allemagne, la seconde, c'est la France. Donc évidemment, ce que décide la France compte beaucoup. Il y a des règles du jeu communes pour pouvoir continuer à bénéficier de toutes les qualités de cette monnaie. Je crois qu'il faut que nous soyons attentifs, mais je le redis, l'intérêt européen et l'intérêt national convergent complètement. Je crois qu'il serait stérile et même dangereux de vouloir opposer l'un et l'autre. Si nous devons aussi maîtriser nos déficits, c'est à cause de l'intérêt français bien compris. Merci beaucoup, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Merci. Il est bientôt 8h30 sur BFM Business, à suivre dans un instant le journal de Stéphanie Colomb. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à €1 par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Tunnel de Dieppe. We will restore peace, stability and harmony all throughout the world. We have totally incompetent leadership. This will be the most important election in the history of our country. Voilà, Donald Trump, lors de la clôture de la Convention républicaine, nous allons restaurer la paix, la stabilité et l'harmonie. Il considère, Donald Trump, Stéphane... Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la première sortie et continuer sur N59. Colo, que cette élection est la plus importante de toute l'histoire. Oui, le candidat à la Maison-Blanche promet de fourrer à tout va et de fermer la frontière avec le Mexique au premier jour de son mandat, mais il a aussi tempéré son discours en appelant à ne pas diaboliser les idées politiques de l'opposition. On revient sur les principaux messages de sa prise de parole avec Thierry Arnaud sur place. On nous avait promis un Donald Trump nouveau, rassembleur, apaisé. Au rond-point, prendre N59. Non, à l'unité des Américains, la promesse n'aura tenu. Continuer sur N59 pendant 4 km. Qu'un quart d'heure pour le récit teinté d'émotion de la tentative d'assassinat dont il a été la cible samedi dernier. Je ne devais pas, je n'aurais Continuer sur N59 pendant 4 km. Pas dû être devant vous ce soir, a-t-il dit à la Convention républicaine. Pour le reste, Donald Trump s'est engagé à tenir 2 promesses dès le premier jour de sa prochaine présidence. D'abord reprendre les forages gaziers et pétroliers sur le territoire américain, le fameux Drill Baby Drill, et puis fermer hermétiquement la frontière, notamment en reprenant la construction du fameux mur. L'ancien Donald Trump, qui est très vite réapparu tout au long des discours de plus d'1h30 avec de nombreuses improvisations, s'était écarté comme il en a l'habitude à de nombreuses reprises de la réalité, sur l'inflation, sur l'économie, sur la criminalité, sur l'immigration. Et il n'a même pas tenu l'engagement que ses conseillers avaient annoncé, ne pas prononcer le nom de Joe Biden. Il n'a finalement pas pu s'en empêcher. Un Joe Biden dont on n'est d'ailleurs plus du tout certain ce matin qu'il sera son adversaire à l'élection présidentielle du 7 novembre. Effectivement, Joe Biden qui joue sa survie politique alors qu'il est à l'isolement après avoir contracté le Covid. L'ex-président Barack Obama pourrait lui porter le coup de grâce. Selon la presse américaine, il a fait part de ses doutes sur la viabilité de la candidature de Joe Biden. Et selon le site d'investigation américain Axios, Joe Biden pourrait annoncer son retrait de la course à la Maison-Blanche dès ce week-end.
En Europe, Ursula von der Leyen est reconduite pour une durée de 5 ans à la tête de la Commission européenne. Et parmi les priorités de ce deuxième mandat, il y a un nouveau pacte pour l'industrie qui devra passer notamment par l'approvisionnement en métaux critiques. Le chancelier allemand Olaf Scholz se rend justement aujourd'hui en Serbie pour signer un partenariat avec Belgrade sur la fourniture de lithium. Radar fixe à 500 mètres. Nous sommes à Bois-la. Le pays possède en effet des réserves parmi les plus importantes d'Europe. Raphaël Couder. Les réserves de Jadar dans le sud-ouest Radar fixe à 300 mètres. Est de la Serbie vont permettre de produire 58 000 tonnes de lithium. Prendre la direction est sur N59. Chaque année, de quoi équiper les batteries de plus d'1 million de Radar fixe à 100 mètres. Véhicules électriques, environ 17% de la production européenne. Le groupe anglo-australien Rio Tinto, qui exploitera cette mine, promet qu'elle sera capable d'extraire du lithium dès 2028. Pas étonnant donc que l'Union européenne s'y intéresse. Bruxelles compte interdire la vente de véhicules thermiques en 2035 et les 27 ont massivement besoin de lithium pour réussir la transition vers l'électrique. Les Européens et particulièrement les Allemands veulent réduire leur dépendance à la Chine, pays qui domine aujourd'hui le marché de la batterie. Le lithium serbe pourrait représenter un début d'alternative, mais son président prévient d'ores et déjà, Belgrade ne permettra pas l'exportation de plus de 12 à 13% de son lithium brut. Le reste pourra bien sortir du pays, mais à l'intérieur de cathodes ou de batteries qui seront, elles, bien fabriquées en Serbie. Dans l'actualité entreprise aux États-Unis, Netflix a fait mieux que prévu au deuxième trimestre. La plateforme des gars Prendre la direction est sur Hearst, N59. 9,5 milliards de dollars de revenus et plus de 2 milliards de dollars de bénéfices nets au deuxième trimestre. Netflix compte plus de 277 millions d'abonnés dans le monde après en avoir gagné plus de 8 millions. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur Hearst, D1059. Au deuxième trimestre toujours, c'est là encore au-dessus des attentes. Dans le secteur auto, Ford va ouvrir une 3e usine de pick-up au Canada. Le constructeur investit 3 milliards de dollars en ce sens. C'est pour produire de nouveaux modèles de SUV électriques qui devraient arriver sur le marché en 2025. Et puis, c'est une page qui se tourne chez Renault. Gilles Leborgne, directeur de l'ingénierie et numéro 2 officieux du groupe, va quitter ses fonctions fin août. Il a joué un rôle essentiel au rond-point, prendre Hearst. Dans le redressement de Renault ces dernières années. Il avait commencé sa carrière chez les concurrents PSA. Continuez sur D1059 pendant 3 km. Continuez sur D1059 pendant 3 km. Il y a une trentaine d'années avant de rejoindre Renault en 2019. Et on en vient maintenant au bras de fer autour de la vente du laboratoire Biogarant. L'offre de rachat soutenue par BPI France n'a pas proposé le prix le plus élevé. Le propriétaire Servier discute avec le groupe indien Aurobindo pour faire monter les enchères sous l'œil très attentif du gouvernement qui joue les arbitres. Mathieu Pechberti. BPI France a la pression pour racheter les laboratoires Biogarant. Sa première offre n'a pas été la mieux disante alors qu'elle est associée au fonds d'investissement britannique BC Partners pour franciser son projet. Le propriétaire Servier s'appuie sur l'Indien Aurobindo qui aurait proposé environ 800 millions d'euros pour sa filiale Biogarant. Le laboratoire se dit prêt à discuter avec BC Partners et BPI France à condition qu'ils améliorent leur offre qui, selon nos informations, serait inférieure d'environ 200 millions d'euros. Pour éviter une course aux enchères, le duo préfère s'appuyer sur le soutien du gouvernement à BPI France qui surveille le dossier Biogarant de près. À Bercy, le choix du groupe indien ne plaît pas du tout. La vente à un groupe étranger serait assortie de conditions drastiques sur l'emploi, nous assure le cabinet du ministre de l'Industrie Roland Lescure. Des exigences fortes que BPI France pourra remplir, mais le fonds BC Partners devra y mettre le prix pour remporter la mise. Et retrouvez tous les détails sur ce dossier sur notre site bfmbusiness.com. Dans le secteur du retail, la marque de prêt-à-porter Polka a été placée en liquidation judiciaire. Elle avait été placée en redressement en avril après s'être déclarée en cessation de paiement suite à une forte baisse de la consommation. En revanche, le discounter néerlandais Action se porte bien. Les ventes bondissent de 20% depuis le début de l'année à 6,2 milliards d'euros. C'est lié à l'ouverture de 119 nouveaux magasins depuis le début de l'année, sur un total de 2685. Trouver un logement avant la rentrée universitaire, c'est une situation que les étudiants connaissent bien. Et cette année encore, Stéphanie, la rentrée s'annonce compliquée. Il y a de moins en moins d'offres de studios à louer et des loyers qui augmentent. C'est ce que laisse penser le dernier baromètre du réseau Guy Hockey. Marie Cœur de Roy.
Loin de l'accalmie espérée, la crise du logement étudiant pourrait être encore plus vive à la rentrée. Sur un an, le nombre de studios alloués dans les 30 plus grandes villes de France recule encore de plus de 11%. Dans le détail, c'est malheureusement souvent dans les villes les plus tendues de base que l'offre recule le plus. La baisse du nombre de studios disponibles aussi autour de 14% à Paris, Nice, Lyon, Strasbourg. On est même au-delà de 20% de studios en moins. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur route de Sainte-Marie-aux-Mines, N59 en direction de Colmar, Strasbourg. À Aix-en-Provence, moins d'offres et toujours plus de demandes. Résultat, les loyers des studios restent très élevés. On passe ainsi de 400 € en moyenne par mois à Limoges à 950 à Paris. Sur un an, la hausse moyenne est de près de 3% dans les grandes villes, avec là encore de fortes disparités. Les loyers grimpent de près de 5% à Aix, Toulouse et Angers, plus de 6% de hausse à Paris, 8% à Annecy et Brest. Au rond-point, prendre route de Sainte-Marie-aux-Mines. Même 9,5% au Mans. Enfin, dans le secteur des médias, continuez sur N59 pendant 1,5 km. L'homme d'affaires Pierre-Édouard Stérin a choisi, Stéphanie, de jeter l'éponge. Le milliardaire conservateur ne rachètera pas l'hebdomadaire Marianne, au grand soulagement de la rédaction qui a marqué son opposition à cette reprise. Les discussions avec CMI France, le groupe de médias de Daniel Kretinsky, ont pris fin. Des négociations exclusives commencent aujourd'hui avec Jean-Martial Lefranc, producteur de cinéma et concepteur de jeux vidéo. Stéphane. Merci beaucoup Stéphanie Colo. J'ajoute ce rendez-vous ce soir à 22 h sur l'antenne de BFM Business, La France au défi. L'émission qui fait travailler ensemble des responsables politiques et des chefs d'entreprise. Thomas Asportas recevra ce soir David Lisnard, le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. 8h39, le marché financier. Avec Aude Kersulek en direct du siège d'Euronext. Aude, comment s'annonce l'ouverture pour cette dernière séance de la semaine? Les futurs européens évoluent pour le moment toujours légèrement dans le rouge, moins 0,2% pour le CAC, en dessous de 7600 points. Mais vous avez dans 400 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur route de Célestat, N59. Entendu la réponse à votre question, Stéphane, sur deux baisses de taux. Dans l'interview de François Villeroy de Gallo, des anticipations de marché qui paraissent raisonnables. Voilà une petite phrase qui va faire plaisir, je pense, aux investisseurs. C'est une précision importante de la part d'un banquier central, parce que Christine Lagarde ne commente pas en conférence de presse les anticipations de marché. Donc c'est un avis précieux. Côté entreprise, on aura quand même quelques réactions aussi aux publications d'hier soir, notamment celle d'Ubisoft qui devrait passer sans problème, mais un avertissement sur chiffre d'affaires, celui de Soprasteria, ou encore Sartorius Tedim, la biotech qui abaisse ses prévisions annuelles. Voilà qui devrait faire réagir sur ces titres-là en particulier. Et puis l'euro qui avait baissé hier après la réunion de la BCE, on est en dessous de 1,09$, ou encore l'once d'or qui est aussi consolidé après ses précédents record, on est à 2420$. Voilà pour les plus grands marchés. Sinon, le CAC qui est donc attendu légère baisse ce matin à l'ouverture. Merci beaucoup, Aude Kersulek. On vous retrouve bien sûr à l'ouverture du marché parisien. Ce sera dans le journal de 9h. Aujourd'hui, on va parler immobilier et une nouvelle tendance, commander sa maison sur Amazon. Depuis quelques mois, des influenceurs nous racontent régulièrement comment ils se font livrer une maison à domicile à installer soi-même. Regardez, c'est une chronique de Marie-Cœur Demont. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur D105901 en direction de Strasbourg-Colmar. La grande épicerie de Paris, c'est 30 000 références produits, de grands classiques de la gastronomie, mais aussi des pépites à l'image des sauces piquantes Maison Martin, des boissons Jomo ou encore des biscuits Maison Craquelin, de jeunes marques qui sont passées par le lab avant de s'installer ici de manière pérenne. Pour les pépites, elles sont testées pour une durée de 15 jours dans un corner de Fort Passage. Au rond-point, prendre D105901. Clémence Le Tanou, vous êtes acheteuse au sein de la grande épicerie. Dans 600 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur D105901, D424. Nous sommes sur la plaine d'Alsace. De ce Lab des innovations, Corner 1, rive gauche, c'est ça son nom, ça a été lancé en 2020. Nous avons traversé les Vosges.
À la hauteur de des jeunes marques qui viennent tout juste de se lancer. L'idée, c'est qu'elles tournent un peu tous les 15 jours. Cet espace est en fait dédié un peu pour nous comme un laboratoire de tendance. Notre idée, c'est de pouvoir tester des marques en vue d'un référencement. Alors vous testez 30 marques chaque année. Comment est-ce que vous sourcez ces marques? Est-ce que vous faites attention aux tendances du marché du moment? Oui, tout à fait. Alors on a deux espaces, un espace plutôt sec, donc pour l'épicerie. Prendre la bretelle vers A35, puis rejoindre A35. La brasserie, etc. Il y a un espace frais. Donc on a une trentaine de marques en tout qui peuvent venir tous les 15 jours. Au niveau du sourcing, en fait, on fait bien sûr des salons en France, à l'étranger, et on est surtout aussi très sollicité par les marques qui elles-mêmes sont intéressées pour venir proposer leurs produits et leurs nouvelles marques à la grande épicerie de Paris. Là, dernièrement, quel est le secteur qui fonctionne le mieux? Quelle est la tendance qui surperforme chez vous? Alors, de manière générale, l'épicerie est très forte chez nous. C'est un des premiers rayons de la grande épicerie de Paris. Nous sommes sur la A35, direction Colmar. Après, une des tendances fortes, le chocolat en est une, puisque c'est quand même un rayon qui surperforme chez nous. D'ailleurs, c'est le rayon qui accueille nos clients en entrée de magasin. Et la tendance bien-être est une tendance aussi qui commence à bien se développer. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on commence à faire entrer dans ce corner des marques un peu plus bien-être. Alors on retrouve à présent Marie Reynaud ici au Lab. C'est un espace devant les caisses. Marie, vous avez fondé Delicao il y a 2 ans. C'est du chocolat enrichi. Qu'est-ce que c'est? Alors tout à fait, c'est du chocolat fonctionnel. Et l'idée, c'est de venir maximiser les bénéfices naturels du cacao en rajoutant des plantes, des vitamines et des minéraux d'origine naturelle. Alors vous êtes ici pour 15 jours. Comment s'est passé le recrutement? C'est vous qui avez contacté la grande épicerie? Oui, tout à fait. Ça fait 6 mois que je suis en recrutement. Donc il y a une première étape de dégustation, une table ronde autour de la stratégie adoptée par la marque, et ensuite la présentation et la présence physique, bien sûr, pendant les 15 jours du lab. Alors justement, qu'est-ce qui se joue ici pendant cette période pour vous? Alors pour moi, c'est très important. Je suis une jeune marque, donc j'ai 2 ans, et c'est ma première vitrine en fait à Paris. Moi, je suis de région bordelaise, et la grande épicerie, c'est une institution qui me permet d'être au contact d'une clientèle qui est exigeante, pointue, qui aime les nouveautés et les bons produits. Le corner peut accueillir 10 références maximum. Pour le cas de Delicao, 300 tablettes ont été commandées. Une fois le test passé, les meilleures références sont placées en rayon. Et puis le magasin étudie la vie du produit en fond de rayon et décide ou non de conserver la marque. Voilà, c'était bien sûr Eva Jacot en direct, non, mais à la grande épicerie de Paris, qui teste des jeunes marques depuis quelques années à travers un lab des innovations. Si vous êtes intéressé par le sujet de Marie Cœur de Roi sur les maisons qu'on peut se faire livrer à domicile via Amazon, ce sera à suivre lundi dans Good Morning Business. Dans un instant, Benaouda Abdedaïm nous parlera des circuits de l'or extraite sur le continent africain. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Good Morning Business, le monde qui bouge. À l'heure où les cours de l'or battent un nouveau record, on est proche de 2500 $ l'once. Benaouda Abdedaïm s'intéresse ce matin au parcours de l'or extrait sur le continent africain. Regardez. Sur la piste de l'or africain, les flux illicites, c'est le titre d'un rapport retentissant de SwissAid. Il établit que pratiquement un tiers de l'or extrait en Afrique est expédié illégalement vers les Émirats arabes unis pour réexportation vers d'autres marchés. Cela ferait au moins 1 tonne de métal précieux qui s'évapore chaque jour. Les auteurs, pour le compte de cette fondation dont le siège est à Berne, ont mené leurs investigations durant 3 années. Ils ont compulsé les documents du système des Nations Unies, des États concernés, des entreprises et de sociétés de gestion d'actifs également, en recoupant tout ceci par des centaines d'entretiens téléphoniques. Cet or africain ne rentre pas dans la balance commerciale des principaux pays producteurs, dans l'ordre Zimbabwe, Soudan, Mali et Ghana. À l'examen, seule la Tanzanie dispose d'une production déclarée en quasi-totalité auprès des services officiels de l'État. Ce serait ainsi entre 321 et 474 tonnes essentiellement de l'artisanal qui quitte ce continent africain sans être officiellement comptabilisé. Valeur tout à fait théorique pour de l'or pur, 56 millions d'euros la tonne. Cela donne donc un ordre d'idée entre 18 et 27 milliards d'euros évaporés par an. La matière première passe souvent par d'autres nations africaines comme l'Afrique du Sud, la Libye ou le Rwanda, puis est dirigée en quantité vers les Émirats arabes unis parce que vous n'y trouvez pas de certification de contrôle de l'origine et encore moins de taxation à l'entrée. Et puis il y a une vingtaine de raffineries d'or émirati et quelques 7000
négociants spécialisés. L'un des auteurs du rapport de SwissAid déplore que les Émirats Arabes Unis aient été retirés en février dernier de la liste grise du GAFI, l'organisme international de lutte contre le blanchiment d'argent. Mais Dubaï n'apparaît pas, somme toute, que comme un point de traitement et de transit. La ressource estampillée UAE, radar fixe à 500 mètres. Est largement redirigée vers l'Inde et vers la Suisse pour raffinage. Radar fixe à 300 mètres. Supplémentaire et ou commercialisation mondiale. Il faut voir qu'entre un tiers et la moitié des importations mondiales radar fixe à 100 mètres de ce métal passe par la Suisse. Marc Hummel et ses co-auteurs pensent possible de remédier ou de contenir cette contrebande prodigieuse dès lors que les intermédiaires africains au départ sont en fait pour la plupart identifiés et assez peu nombreux. Une série de recommandations très précises conclut en 5 pages ce document. Si Berne veut vraiment agir, les pouvoirs publics en ont en tout cas bientôt l'occasion. La loi sur les douanes va être débattue au Parlement suisse à l'automne. L'amélioration du cadre légal du commerce aurifère et de la traçabilité sont maintenant en jeu. Benahouda Abdedaïm pour Le Monde qui bouge tous les matins. Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le groupe agroalimentaire Avril veut sauver la production d'acide aminé en France. Il va investir 130 millions d'euros à horizon 2030 pour relancer la production de lysine. C'est un acide aminé nécessaire pour le secteur de l'élevage. On va en parler avec Jean-Philippe Puig. Bonjour. Bonjour. Vous le prononcez bien à la française, pas à la catalane? Puig. Non, à la française. Allez. Directeur général du groupe Avril, vous venez de reprendre le site Metex, Metabolic Explorer de Amiens. Reprise au mois d'avril, elle a été validée par la justice hier. C'est le seul site européen qui produit de la lysine. D'abord, pourquoi cette reprise? J'ai vu qu'elle avait été bien accueillie par les syndicats. Oui, absolument. Alors pourquoi cette reprise? D'abord, le groupe Avril, qui a 40 ans, a toujours travaillé sur la souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique. Et donc, ce site d'Amiens est le dernier site en France, mais aussi le dernier site en Europe qui produit de la lysine qui est essentielle pour le bol alimentaire des animaux. Pourquoi c'est un enjeu important justement pour le secteur de l'élevage? Si vous n'avez pas la lysine en France ou en Europe, vous n'avez que celle qui provient de la Chine. Et donc, c'était vraiment un enjeu de souveraineté, raison pour laquelle on a trouvé absolument nécessaire de faire une proposition de reprise. 130 millions d'euros vont être investis d'ici 2030 avec le soutien de BPI France. Soutien financier, mais qui porte évidemment un message politique, celui de la réindustrialisation, de la relocalisation. Absolument. Ce projet, il a été réussi, si je puis dire, grâce à un engagement collectif. Vous citez la BPI qui est avec nous. On a repris la société à 55% Avril, 45% la BPI. Donc on a mis 50 millions dans le capital, en plus des 130 millions qui seront investis sur le projet, mais aussi grâce au support du CIRI, de l'État, de la région, mais aussi de la métropole d'Amiens. C'est vraiment un grand enjeu national qui a été fait avec un collectif. On a beaucoup parlé de réindustrialisation depuis la crise sanitaire. Dans quelle mesure est-ce que les grandes déclarations politiques qui avaient été effectuées, notamment celle d'Emmanuel Macron, auraient été réellement concrétisées par la suite? Écoutez, on a vu un certain nombre d'usines en France qui ont vu le jour. On en voit un certain nombre. Pour ce qui nous concerne, on a créé une usine à Dieppe qui est la première mondiale qui fait l'extraction de protéines et qui a démarré il y a 18 mois maintenant, ou 2 ans. On reprend cette activité économique. Donc on voit quand même qu'il y a un support grâce à France Relance sur l'activité industrielle. Où est-ce qu'on place le curseur en matière de réindustrialisation? Est-ce qu'on peut tout relocaliser en France? Vous êtes un industriel, on est rapidement confronté au coût de production. Absolument. On ne peut faire de l'industrie que si on est rentable. Voilà. Après, il peut y avoir une protection liée à de la régulation, mais là, c'est... Radar mobile à 500 mètres. Ça va dépendre du politique et c'est pas forcément une garantie très long terme. Mais la base de la base, c'est qu'il faut qu'on soit... Radar mobile à 300 mètres. Dans une activité qui puisse trouver sa rentabilité économique. Justement, est-ce que c'est pas un peu utopique de vouloir tout... Radar mobile à 100 mètres. Rapatrié en France, on en a beaucoup parlé pour les principes actifs, notamment dans la pharmacie.
Non, je ne le crois pas. Je pense que si la France et si l'Europe jouent avec les règles internationales équivalentes à tous les autres, on a absolument la possibilité de réindustrialiser. Si je prends le cas de Metex, Metex est une très belle société avec un très bon procédé, des talents, un très bon produit. Simplement, les règles sur l'importation du sucre avec des taxes ou l'importation sauvage de produits, et il y a une plainte qui a été mise en place au niveau européen, donc d'anti-dumping, faisait que cette société était en grande difficulté. Mais la société en elle-même a de grandes qualités, il faut la préserver. Avec peut-être aussi des exigences de qualité qu'on ne peut pas garantir lorsqu'on importe des produits de l'autre bout du monde. Absolument, il faut une traçabilité, notamment quand on touche à l'alimentaire. Vous n'êtes pas agriculteur, mais vous êtes un groupe agroalimentaire, le groupe Avril. Les moissons 2024 ont débuté. Ce que disent certaines chambres d'agriculture, c'est que la moisson s'annonce décevante à la fois en termes de qualité et de quantité. Vous utilisez des produits agricoles? Ah oui, bien sûr. Nous utilisons alors plutôt le colza, qui n'a pas encore été totalement récolté, le tournesol qui viendra un petit peu plus tard. L'aspect climatique, alors ça dépend des régions. Il y a des régions où il y a eu trop d'eau, d'autres régions où il n'y a pas eu assez d'eau. Donc pour ce qui nous concerne, colza et tournesol, on attend encore d'avoir l'ensemble des résultats. Mais effectivement, cette récolte s'annonce moins bonne que celle de l'année dernière. L'application du pacte vert européen, Ursula von der Leyen l'a confirmé, mais elle dit que ce sera une application pragmatique. Ça vous rassure ? Écoutez, il y a un certain nombre de demandes qui ont été faites par le monde agricole. Ils attendent la formation de radar fixe à 500 mètres. L'ensemble des commissions et la rediscussion d'un certain nombre de dimensions dans ce pacte vert. Donc, radar fixe à 300 mètres. Attendons de voir ce que veut dire pragmatique. D'une manière générale, la réglementation. Radar fixe à 100 mètres. Environnementale, est-ce qu'elle pèse trop? On le voit dans l'actualité, les méga-bassines, de nouveau, des manifestations, des protestations. Non, je pense qu'il faut vraiment travailler pour protéger l'environnement. Simplement, il faut s'assurer que tout le monde joue avec les mêmes règles, que la France joue avec les mêmes règles que le reste des pays de l'Europe, que l'Europe joue avec les mêmes règles que l'ensemble des pays en dehors de la communauté européenne. Si on apporte des produits, il faut qu'ils respectent les règles qui sont imposées au niveau européen. Précisément sur les méga-bassines en France, vous comprenez l'opposition ou est-ce que vous pensez qu'on laisse peut-être trop d'espace politiquement à ceux qui s'opposent à ces projets? Écoutez, on a besoin d'eau pour l'agriculture, d'une manière ou d'une autre, et on voit bien qu'avec l'augmentation de la température, c'est une denrée qui se fait rare. Donc il faut trouver les meilleures solutions pour que l'agriculture puisse continuer à fonctionner. Un mot du climat politique en France. Cette semaine, le METI, le mouvement des entreprises intermédiaires, avait publié une enquête intéressante. 60% des ETI ont décidé de suspendre ou de réduire leurs investissements à cause de l'incertitude politique et donc économique en France. Alors vous n'êtes pas une ETI, mais est-ce que vous aussi vous êtes prudent face à ce jeu politique qui devient compliqué? Alors, il faut être prudent parce que effectivement, on raisonne très long terme. Maintenant, les investissements, c'est quelque chose qu'on engage et qui a donné une rentabilité sur 3, 5 à 10 ans. Nous sommes présents dans 18 pays, donc il n'y a pas que la France. Il y a un certain nombre de pays en dehors de la France. À ce stade, on est prudent, mais on n'a pas ralenti les investissements. Merci beaucoup, Jean-Philippe Pouig, directeur général du groupe Avril. Dans un instant, Nicolas Dose et ses experts, juste après le flash de Léa Arrojo. Lundi, vous retrouverez Erwan Maurice aux commandes de Good Morning Business. Je vais prendre quelques jours de repos, j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir du 5 août. Très bonne fin de semaine, très bel été sur BFM Business. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à €1 par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Selon France Info Sport, le flash, aujourd'hui à 6h36. Le FAFCEA, partenaire des entreprises artisanales, finance des formations sur mesure, gestion d'entreprise. Sur le site FAFCEA.com pour évaluer votre besoin et engagez-vous ensuite dans une formation individualisée pour booster votre entreprise. Plus d'infos sur FAFCEA.com. Bonjour Cédric. Bonjour Rémi. Une nouvelle explication entre favoris attendus aujourd'hui sur le Tour de France. 144 km
dossier de Bordeaux et Gérard Lopez prend l'exemple de Strasbourg pour le futur de Bordeaux. C'est extraordinaire ce qu'a fait Strasbourg, ce qu'a fait Marc Keller. Et c'est vrai que même si on peut comprendre le moment où la crise de croissance arrive, où tu te dis est-ce qu'on ne devrait pas avoir d'autres investisseurs pour passer le cap, et je peux comprendre qu'il y a un moment ceux qui ont fait tout ce boulot veulent peut-être avoir leur récompense et pourquoi pas laisser le bébé voguer tout seul, mais au bateau plutôt. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que je pense aux supporters strasbourgeois, et on en connaît quelques-uns. Moi, je pense que ce qui se passe autour de ce club, je vais pas dire que c'est triste parce que pour l'instant. Dans 3 km, prendre la sortie 28 vers Niederhergheim. Ça se passe encore à peu près correctement. Enfin, la direction que ça prend, la direction que ça prend, c'est pas. Là, t'es clairement une succursale de Chelsea. D'ailleurs, surtout, juste, je voulais une phrase quand même dans le communiqué qui était particulier. Ouais, très enragé. Je voulais une phrase juste le futur du coach va être très important. Juste une phrase quand même dans le communiqué qui annonce donc le départ d'un commun accord de Patrick Vieira. Alors, ils remercient les dirigeants de Strasbourg, c'est assez laconique, mais ils disent Patrick a su faire progresser les jeunes talents. En fait, ça veut tout dire. C'est-à-dire que pour eux, ce qui a été important, c'est qu'il arrive à valoriser des jeunes joueurs qui potentiellement pourront peut-être aller dans Chelsea ou ailleurs. Oui, c'est la stratégie. C'est la stratégie aujourd'hui. André Santos, Angelo, même s'il n'a pas énormément joué, Dylan Bakwa, tous ces mecs-là, quoi. C'est ça qui sont. C'est ça aujourd'hui la nouvelle stratégie de Strasbourg. Le vrai problème de Strasbourg, c'est qu'en fait, Chelsea c'est Chelsea. Donc déjà, quand la maison mère il a fait des trucs incroyables, c'est difficile quand même pour le petit frère d'aller bien. Mais j'aimerais quand même savoir les tenants les aboutissants sur ce commun accord. Si c'est Vieira qui a demandé à forcer pour aller ailleurs, d'où ça démarre, d'où ça part. Qu'il arrive, il y a des dissensions. Oui, bien sûr, mais quelles sont les dissensions, quelles sont aujourd'hui. Et moi, j'aimerais bien entendre Marc Keller là-dessus, qui nous explique et qu'on voit, qu'on voit véritablement la stratégie claire de Strasbourg sur les prochains jours et les prochaines semaines. Parce que le choix du coach, je ne sais pas si on peut en parler, mais le choix du futur coach va être très intéressant. Est-ce que ça va être un... Dans 600 mètres, prendre la sortie 28 vers Niederhergheim. Alors, c'est bien pas ça. Tout le monde est en train de me le dire, l'entraîneur de championship, qui va falloir un peu développer. C'est-à-dire que là aussi, on serait dans le mode... Oui, moi, c'est ce que j'entends. Ou est-ce qu'on va être dans un truc un peu plus cohérent? Moi, si demain, je suis Marc Keller, et moi, je suis... Prendre la sortie 28. Persuadé qu'un Marc Keller, s'il avait plein pouvoir, il irait sur Habib Beye ou sur ce type de coach-là. Dont la progression pourrait être intéressante. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur D1 bis, route de Herlisheim. Strasbourg, en plus il a eu une histoire à Strasbourg, il a joué là-bas, etc. Donc il connaît très très bien le club, mais je suis persuadé qu'ils vont partir sur autre chose et qu'ils vont être sur un entraîneur anglo-saxon à développer, je sais pas moi, quel club, Preston North London ou Millwall ou ce type de coach. Si dans 10 jours on revient sur ce plateau et tu m'annonces ça, Nico, je suis pas surpris. Supporters de Strasbourg, on vous attend au 32-16, vous êtes déjà très nombreux à nous appeler. Je vous donne juste une stat avant d'accueillir Louis qui nous a appelé. Ça va faire 4 entraîneurs en 1 an et demi à Strasbourg. Stéphane avait été limogé en janvier 2023, il y a eu Antonetti par la suite et Via. Dans 300 mètres, tournez à gauche. Donc là on va avoir 4 entraîneurs. Il y a eu un intérimaire, le Skornek. Et là je crois que le Skornek a été, faudrait vérifier, mais je crois que Vieira s'est séparé de 2 agents cette saison. Ouais. Celui qui ressemble à Eric Judor là, qui était à West Ham avec David Moyes. Et le Skornek aussi, je crois qu'il est ressorti cette année. On accueille Louis, les gars, qui nous appelle au 32-16. Salut Louis. Salut les gars, ça va? Ça va et toi Louis? Un peu mitigé pour la nouvelle qui est tombée cet après-midi, à vrai dire. Alors vas-y, t'en penses quoi toi de ce départ de Patrick Vieira alors? Je suis un peu surpris donc parce qu'il avait annoncé précédemment comme quoi il était 100% concentré. Là il y a quelques jours avant le match. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Match amical là, qu'on avait diffusé d'ailleurs sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Il l'avait dit effectivement, je suis à fond dans le projet Strasbourg. Donc donc il y a forcément un problème quelque part, quelque chose qui n'est pas passé. Tournez à droite, puis tournez à gauche. Et entre lui et la direction, donc son licenciement, après faut voir ce que lui va faire, mais pour Strasbourg c'est vraiment pas, je pense que c'est pas une bonne chose. Il aurait fallu un peu plus de stabilité dans un club qui est également en transition, tu vois. Donc non, je suis un peu surpris, un peu déçu parce que je me dis qu'en fin de compte avec l'effectif. Tournez à gauche, puis votre destination se trouvera sur la droite. Ce qu'il avait, est-ce qu'il aurait vraiment pu faire mieux la saison dernière? J'en suis pas si sûr non plus, tu vois.
800 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche.